Europe Soir, Le 18-20. Julien Bugier. Oui, et ce soir, dans le débat du Club des idées à 19h20, on va donner la parole à nos restaurateurs. Comment les aider à surmonter la crise ? Une réunion vient de se tenir à Bercy avec les différents responsables de la filière. Et ça s'annonce, pour être honnête, plutôt mal pour une réouverture le 20 janvier, comme cela avait été évoqué par le président de la République. On estime que 30% des entreprises du secteur pourraient par conséquent déposer le bilan. Restaurants, cafés, bars. Alors comment font-ils pour garder le contact et tenir le coup ? On va tâcher ensemble de trouver des astuces et des solutions pour les aider. Avec nos invités ce soir, Vangelis Panayotis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de MKG, groupe spécialiste du tourisme. Avec également Hervé Beckham, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et avec le chef Philippe Etchebest. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez, Hervé Beckham, je crois que vous étiez aussi à Bercy avec les responsables de cette réunion importante pour les restaurateurs, est-ce que vous confirmez que les choses sont actées ? Il n'y aura pas de réouverture avant plusieurs semaines ? Écoutez, je livre mon intime conviction en vous disant que oui, nous ne serons pas ouverts le 20 janvier, même si Bruno Le Maire ne nous a rien dit sur cette éventualité d'ouverture ou de maintenir fermé. Mais ça semble mal parti, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. C'est les signaux que vous avez eus de la part de... Le sentiment qu'on en retire à la Ouais. sortie des quatre présidents d'organisations professionnelles qui étaient là, et le même, on ne sera pas ouvert le 20 janvier. Ça c'est sûr. Il n'y aura pas d'ouverture le 20 janvier. Est-ce que vous avez une échéance ? Est-ce que vous avez une date ? Est-ce que vous avez un cap ? Non, justement, il ne nous a pas donné la confirmation que ça ne sera pas ouvert le 20 janvier, mais il ne nous a pas non plus donné de date, mettant en avant l'inquiétude majeure du gouvernement aujourd'hui, qui est celle d'éviter un nouveau confinement. Oui. Qui les inquiète beaucoup parce Oui. que... Et on a parce vu que les le derniers chiffres développement- avec plus de 20 000 contaminations ces dernières 24 heures. C'est vrai que le chiffres remontent. développement du virus mutant sud-africain qui... voilà. Réaction, chef Philippe Etchebest, à ce qui vient d'être dit. D'abord, est-ce que vous comprenez cette décision ? Est-ce que vous étiez vous-même au courant ? Est-ce que vous la prenez comme une nouvelle trahison ? Non, j'étais pas au courant du tout, mais je m'en doutais. C'était une évidence que nous ne soyons pas ouverts le 20 janvier compte tenu de la reprise des contaminations. Et puis avec les vacances et les fêtes, il était bien sûr aussi évident que ça allait augmenter et qu'on resterait fermé. Bon, la chose positive, c'est qu'on ne pourra pas nous accuser, nous les restaurateurs, d'être responsables de ce qui se passe aujourd'hui puisque nous sommes fermés depuis le mois d'octobre. Oui. Vous êtes consulté, vous avez de temps en temps le président de la République qui vous appelle pour prendre le pouls, pour échanger avec vous ? Non, mais il faut pas croire que le président m'appelle et que je suis un interlocuteur privilégié du gouvernement, hein. C'est absolument pas le cas. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Bruno Le Maire il y a très longtemps et avec Monsieur Griset, mais de manière très ponctuelle. Oui. Alors, on rappelle les chiffres, parce que c'est terrible ce qui est en train de se passer pour les restaurateurs, pour les bistrotiers, pour les cafetiers. 75 000 restaurants sont fermés aujourd'hui en France. 3 000 discothèques qui sont fermées maintenant depuis quasiment un an. 40 000 bistrots qui sont concernés par ces fermetures en 2020. Évidemment, Vangelis Panayotis, l'impact économique est très important. Est-ce que les mesures de soutien, à votre connaissance, permettent à ces patrons d'établissements de tenir le coup ? Alors, pour certains, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on parle de faillite, de défaillance d'une grande partie des acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont permis à survivre. Mais c'est des métiers de passion. Quand vous choisissez de faire des métiers qui sont aussi difficiles au quotidien, être en cuisine, être en salle, Bien sûr. c'est parce que vous avez la passion. Donc il y a aussi le facteur psychologique pour tous ces entrepreneurs et tous ces gens qui travaillent dans ce secteur. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un point qu'on oublie beaucoup, c'est aussi tous les jeunes, parce que c'était un secteur qui était en tension au niveau de l'emploi avant ce qu'on a vécu depuis le mois de mars. Et ces jeunes, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les perde en route. C'est aussi une des victimes collatérales de la situation et ils n'ont pas beaucoup d'aide. Mais pour les patrons, c'est terrible. Quand vous mettez 200 000, 300 000, 400 000 euros dans une affaire, que vous ouvrez votre affaire, il y en a plein partout en France qui ont ouvert leur affaire juste avant le début du premier confinement et qui aujourd'hui ont envie de baisser les bras, qui se sentent démunis et qui disent on va être obligé de baisser le rideau. Elles sont suffisantes d'ailleurs, Hervé Beckham, les aides qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement. Alors on les rappelle, il y a le chômage partiel, il y a la possibilité de décaler ses charges, il y a le crédit d'impôt pour les bailleurs, on va en parler pour éviter le paiement des loyers, mais qui n'est pas obligatoire. Il y a une aide importante, 10 000 euros
ou 20% du chiffre d'affaires mensuel. Et puis, il y a évidemment les prêts garantis par l'État. Est-ce que tout ça, c'est suffisant ? Écoutez, c'est sûrement pas suffisant pour les exemples que vous venez de citer tout de suite de tous ces exploitants, ces nouveaux Qui viennent de exploitants débuter. qui viennent de débuter, parce que pour eux, il est impossible d'établir des bases sur lesquelles peuvent s'appuyer les aides qui pourraient leur être Oui, si on n'a dues. pas de bilan, Voilà. forcément, on n'a pas d'aide. Et donc pour eux, la situation est dramatique. Quoi qu'on essaie de faire avancer ce dossier, il semble piétiner. Et ça n'a pas fait partie, en tout cas, des priorités de cet après-midi. Oui. Philippe auprès du Etchebest, ministre. comment vous tenez le coup, vous, et ceux qui vous entourent dans cette période évidemment compliquée, et surtout sans cap. On peut imaginer que les restaurants restent fermés jusqu'au mois de mars. Maintenant, tout est possible. Ah oui, c'est ça, oui. Absolument, oui. Il n'y a pas beaucoup de perspectives pour l'instant claires. Néanmoins, je voudrais revenir sur les aides. Vous avez parlé de 10 000 euros ou 20%. Alors, il faut savoir que ces 10 000 euros, il fallait être dans des seuils d'éligibilité et tout le monde n'y a pas C'est droit. vrai. En ce qui concerne les 20%, ça a été annoncé effectivement pour le mois de décembre. Il devait y avoir les dossiers qui devaient être et qui pouvaient être consultés à partir du 4 janvier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à accéder à cette déclaration. Donc, on attend toujours. Et puis, à chaque fois, sur les 20% annoncés, il y a toujours des petites lignes qui se rajoutent. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que tout le monde ait droit aux 20%. Est-ce que vous auriez préféré, vous, Philippe Etchebest, rouvrir votre établissement, quitte à avoir des protocoles sanitaires évidemment très rigoureux, et le couvre-feu? Parce que le couvre-feu, c'est un handicap énorme, même si vous pouvez ouvrir demain. Je vous pose la question parce qu'il y a certains restaurateurs, comme Xavier de Namur, que vous connaissez peut-être, qui disent il vaut mieux rester fermé que de vivoter et de mourir. Non, alors je suis absolument d'accord. On a déjà eu des mesures restrictives sanitaires qui étaient très importantes après le premier confinement, qui amputaient beaucoup d'établissements à hauteur de 30, 40, voire même 50% du chiffre d'affaires. Et le mode économique, pour beaucoup, n'était pas viable. Donc ça ne servait absolument à rien d'ouvrir pour perdre de l'argent. Et si aujourd'hui, on nous dit, ok, vous pouvez ouvrir, mais on va vous mettre 8 mètres carrés, de 8 mètres entre chaque table, et à 18h, il faut fermer vos établissements. Ça ne sert absolument à rien d'ouvrir, bien sûr. Alors, Vangelis Panayotis, sur les aides, et puis après on passera aux solutions, parce que j'ai envie qu'on soit concret aussi ce soir. On a repéré plein de choses en France, on en parlera ensemble. Sur la question des loyers, c'est une question très importante pour les restaurateurs. Moi, je suis petit-fils de restaurateur et je sais l'importance du loyer quand on est patron d'établissement. Est-ce que c'est suffisant ce qui a été mis en place? C'est-à-dire que le gouvernement avait demandé aux bailleurs d'effacer le loyer de novembre en échange d'un crédit d'impôt, mais plus de 50% des bailleurs, visiblement, ont refusé. Est-ce que le gouvernement n'a pas été un peu naïf, d'une certaine manière, de laisser penser que les bailleurs, d'un coup de baguette magique, comme ça, pouvaient annuler les loyers pour les restaurateurs? Alors, c'était clairement le grand point noir. On parlait tout à l'heure qu'il y avait des zones d'ombre sur les aides, donc tout le monde n'en a pas bénéficié. Mais sur les loyers, ça a été un sujet qui a été défendu depuis le début par les organisations syndicales, l'UMI en tête. Et c'était clairement un point qui avait été identifié. C'est une des principales charges avec les salaires qu'on a quand on est dans la restauration. Oui. Donc certains étaient propriétaires de leurs murs, bon ok, mais il y en a beaucoup qui louent et qui louent en plus dans des emplacements qui sont pas, où il y a beaucoup de fréquentation, donc c'est assez élevé. Oui. Et puis après il y a toute une chaîne de responsabilités. Ceux qui louent ont aussi des emprunts, etc. Il y avait quand même tout un tas de choses à mettre en place qui étaient assez compliquées. Et c'est resté l'une des principaux points de discussion avec les propriétaires. Oui, c'est un sujet qui est encore un problème à date. Voilà, Hervé Beckham, qui est toujours à mes côtés, vice-président de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui était d'ailleurs tout à l'heure avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour parler de la suite et de l'avenir, de la réouverture ou non des hôteliers et des restaurateurs. Ça fonctionne bien, ça, la vente à emporter? Est-ce que ça permet, même si ça ne remplit pas la caisse évidemment, mais est-ce que ça permet de pallier quand même le manque d'activité lié à la fermeture des restaurants? Indéniablement, ceux qui ont pratiqué la vente à emporter pendant ces périodes de confinement y ont trouvé un petit palliatif effectivement à leur manque d'activité. On a une idée du pourcentage d'activité que ça peut représenter quand on est à zéro parce qu'on est fermé? Je vais vous donner un exemple précis parce que je suis aussi, au-delà d'être vice-président de l'UMI, je suis hôtelier-restaurateur dans le Finistère. Où ça? Et que Où ça dans le Finistère?
Comment? Où ça, dans le Finistère? À Plouidère. À à côté, Plouidère, ouais, d'accord. dans le Bonjour nord, à nos amis bretons. au nord dans le nord du Finistère, au Oui, nord de Brest. oui. Mon Pas loin du établissement, Conquet. mon ex-établissement, je l'appelle quand même comme ça parce que c'est aujourd'hui ma fille et mon gendre qui l'exploitent, ont pratiqué effectivement et se sont initiés à cette vente pratique. à Et ça emporter. fonctionne? Et ça fonctionne? Écoutez, ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Ça a nécessité de l'adaptation de la part des équipes et même de la part des dirigeants. Ça a nécessité de l'adaptation dans la manière de fonctionner, dans la manière de fabriquer, dans tous les process. Mais ça fonctionne. Il faut avouer que ça a fait un tout petit peu d'activité, notamment à Noël et au jour de l'an. Ça peut avoir cette vertu-là, si je puis dire, pardon, hein, parce que je sais que la situation est terrible, mais ça peut avoir cette vertu-là, la fermeture prolongée des restaurateurs. Vangelis Panayotis, vous êtes président de MKG Group, spécialiste du tourisme. Ça peut enclencher un changement d'approche dans la relation client. C'est intéressant ce que dit monsieur, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la vente à emporter ou le click and collect, on va en parler, qui marche très fort dans les villes, est en train d'infuser aussi dans les campagnes. Bah, c'est un peu un palliatif parce que c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ça, hein. Faire de la haute gastronomie à emporter, c'est évidemment assez compliqué. Et puis vous avez aussi tout le côté de l'expérience. Quand Mais vous pas, allez pas forcément de la haute gastronomie. On peut avoir un petit bistrot Ouais, de bien sûr. village, une petite brasserie, et faire des plats emportés. C'est possible, ça. Oui, bien sûr, c'est possible. Puis les gens ont envie, hein. D'ailleurs, on voit que quand les restaurants sont ouverts, chacun va venir toquer à la porte, voir ce qu'il y a à faire. Dès que les restaurateurs mettent la carte et la vente à emporter, ils voient que les habitués reviennent parce qu'ils ont tous des saveurs en mémoire, ils ont envie de retrouver un petit peu ces bons plats préparés. Mais une fois de plus, vous avez précisé, c'est vrai que ça s'infuse sur le tissu plutôt rural. Ça reste encore très urbain parce qu'on arrive à avoir la volumétrie qui fonctionne bien. Et c'est un palliatif en attendant de retrouver l'expérience aussi. Et puis ça crée du de la lien salle. social. C'est important, ça aussi, avec nos restaurateurs et nos cafetiers, de recréer du lien social. Philippe Etchebest, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du click and collect, notamment, qui fonctionne très bien en milieu urbain, c'est vrai, mais aussi de cette vente à emporter qu'évoquait à l'instant Hervé Beckham dans le Finistère Nord? Écoutez, moi pendant le premier confinement, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'avais avec mon groupe de travail, beaucoup d'actions, beaucoup d'échanges et essayer de trouver des solutions pour subvenir aux besoins des restaurateurs. Oui. Est venu le deuxième confinement auquel je ne m'attendais absolument pas. Qui a été un vrai choc. Et là, je me suis dit, j'ai plus le choix parce que supporter 2 mois et demi de fermeture à la limite, mais 3 mois, 4 mois de plus, c'est impossible. Donc, je me suis mis à faire du click and collect. Et ça fonctionne? Écoutez, ça fonctionne. Au mois de novembre, j'ai pas réussi à couvrir mes frais fixes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des frais fixes, mais comme je vous l'ai dit, j'ai aucune aide parce que je rentre pas dans les seuils d'éligibilité. Oui. Donc je l'ai fait au mois de novembre, j'ai pas tout à fait couvert mes frais fixes. J'ai au mois de décembre continué. Ça a été un peu mieux parce qu'il y a eu les fêtes, bien évidemment. Mais au-delà de faire ça, ça permet de garder le contact surtout avec les équipes, Oui. de les garder en partie en activité, en tout cas de faire tourner. Puis je vais vous dire un truc, les gens au premier confinement, ils faisaient à manger chez eux, c'était rigolo, c'était vachement bien, mais là ils en ont marre de faire à bouffer chez eux. Donc par la force des choses, ils viennent dans nos établissements chercher des repas tout près. Alors, Vous savez, ça dure qu'un temps, ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'avec le couvre-feu à 20h partout en France et puis à 18h dans un peu plus d'une dizaine de départements, surtout dans le Grand Est, c'est plus possible le click and collect. On peut plus venir chercher à manger dans son restaurant préféré, ou alors il faut le faire avant la fin du couvre-feu. Mais ce qui est possible, c'est toujours la vente par les livreurs. Les livreurs sont autorisés, eux, à travailler après le couvre-feu, mais évidemment pas le click and collect. Est-ce que ça vous pénalise, ça, Philippe Etchebest? Écoutez, nous, sur Bordeaux, on ferme à 20h, il est 19h30. Donc, on a des gens qui arrivent encore à s'organiser et à 18h30, 19h, venir chercher leur click and collect de manière normale. Et puis après, on se dit que de toute façon, compte tenu du peu de Uber qu'il peut y avoir derrière, ça sert à rien de rester ouvert. Donc, on ferme. Et puis, je vais vous dire un truc, hein, à un moment donné, alors, au-delà de se réinventer, parce que j'ai horreur de ce mot-là, réinventer, ça veut dire qu'on repart de zéro et on change tout. On fait preuve de résilience, on essaie de s'adapter et de trouver des solutions pour pouvoir survivre aujourd'hui. Et c'est là où on en est aujourd'hui, nous les restaurateurs, comme d'autres, hein. Bien sûr, il y a énormément de métiers qui sont impactés à cause de nos fermetures, mais on essaie juste de trouver des solutions en attendant
que Ouais. véritablement, il y ait des aides qui arrivent de manière concrète et suffisante pour qu'on puisse survivre à ces fermetures. Alors, on va continuer à balayer les initiatives qui émergent un peu partout en France. Simplement pour terminer et pour que chacun ait les choses à peu près en tête, à Paris, par exemple, la vente à emporter, ça représente tout de même entre 10 et 35% du chiffre d'affaires des restaurateurs. Donc, ça n'est pas négligeable. Et puis, je voulais, ça n'est pas à Bordeaux, mais c'est pas non plus très très loin dans le sud-ouest, à Mimizan, dans les Landes, un site internet pour venir en aide aux restaurateurs. C'est un site internet qui recense les restaurants, qui proposent des plats emportés de livraison à domicile. Donc c'est intéressant aussi. Il y a des élus locaux, il y a des citoyens qui se mobilisent aussi pour aider les restaurateurs. Ce coup de main, Hervé Beckham, vous êtes le vice-président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Vous le ressentez dans la population? Vous sentez qu'il y a un besoin aussi d'aider les restaurateurs auxquels, encore une fois, les Français sont très attachés? Oui, et puis je rejoins. Ah, c'est la montre qui parle, c'est pas le restaurateur. Allez-y. Pour rejoindre ce que disait Philippe Etchebest tout de suite, Oui. il est vrai que ce moyen de click and collect ou de vente de plats emportés est un moyen extraordinaire pour garder de la relation avec ses clients, de garder de la relation avec ses équipes, de pouvoir permettre de faire tourner les équipes, qu'elles restent au contact et qu'elles continuent à avoir l'envie très forte qu'ils expriment et qu'elles expriment, ces équipes, de travailler et de recommencer à travailler. Maintenant, il est vrai que cette formule de plat emporté, enfin du moins de livraison de plats, elle est beaucoup plus urbaine, et voire quasi strictement urbaine que Non, mais c'est vrai, rurale. Vangelis Panayotis, peut-être un mot là-dessus. C'est vrai que c'est très urbain, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des plateformes, voilà, c'est un peu le système D, c'est vrai, enfin, Ouais. faut le dire, qui sont en train de se mettre en place partout sur le territoire, dans des régions où habituellement on pratique pas trop la vente à emporter, où on fait pas trop de click and collect, où on fait pas trop de livraison, voilà, à Mimizan, c'est le cas, en dehors de la saison estivale, évidemment. Et ben, ça fonctionne quand même, il y a des choses qui se mettent en place. Bah, prenons une minute pour être un peu positif. Je crois que le vrai enseignement positif de toute cette période-là, c'est quand il vous manque quelque chose, vous vous en rendez compte de façon beaucoup plus significative quand vraiment ça vous manque, quoi. Et là, on s'est rendu compte que les Français ont un vrai attachement à tout ce qui est local, à tout ce qui est du terroir, à tout ce qui est effectivement des savoir-faire. On a vu Oui. que ça nous manquait. On a envie de les retrouver, même si c'est dans une forme qui est un peu différente, parce que la mise en place, ou en tout cas le dressage de l'assiette, n'est pas pareil dans une boîte que sur une assiette. On a vu que les gens étaient quand même attachés à ça, avaient envie de retrouver ces saveurs du terroir. Et on a cette tendance lourde depuis mars, qui est le retour au local et à la proximité. Donc on verra après, en espérant le plus vite possible, On l'après-Covid, le l'espère, oui. post-Covid, Ouais. que tout ça aura un effet d'entraînement et qu'on retrouvera une vie un peu Alors, plus. vous allez voir qu'il y a des chefs qui font des trucs absolument formidables. Il y a un resto, par exemple, un restaurant 2 étoiles à Paris, qui livre dans toute la France. C'est le restaurant La Seine. C'est un extrait d'un reportage de Roman Oquet sur ce restaurant qui livre dans toute la France. Donc, c'est assez inédit. On écoute. Une trentaine de commandes à expédier. La salle feutrée du restaurant étoilé s'est transformée en zone de logistique. Donc là, par exemple, vous avez 2 blanquettes de veau. Conditionné sous vide. Donc. Tout est conditionné sous vide. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément de restaurateurs, qui ont pu rester ouverts, de se faire livrer des petits repas. Voilà. Après une nuit sur la route dans un camion réfrigéré, l'un des colis arrive le lendemain près de Nantes, chez Noël et Bernard. On peut pas bouger, on est confiné, c'était mon anniversaire. J'ai dit, tiens, on va faire ça. Et on recommencera, bien évidemment. C'est sympa, ça, Philippe Etchebest, non? Un 2 étoiles qui vient à la maison. On peut pas aller manger au restaurant, mais il y a le 2 étoiles qui vient à domicile. Oui, alors après, d'ici à servir desservir la France entière, bon, c'est quand même un Oui, peu c'est plus ambitieux, c'est compliqué. ambitieux. Oui, oui, c'est très ambitieux. Moi, je me contente de servir les Bordelais, c'est Mais déjà très bien. c'est déjà pas mal. Euh, Non, je voulais vous oui, poser c'est déjà pas mal. je voulais vous poser une question sur la fabrication, parce que moi je suis un amoureux de la cuisine. Ça demande une organisation particulière de pratiquer les plats emportés, une cuisine différente. Vous faites des plats qui ne sont pas forcément ceux que vous allez faire en salle? Alors non, justement, vous savez, moi j'ai une brasserie, j'ai une table étoilée de 10 couverts dans la même structure. Donc je fais des plats de brasserie à emporter dans des contenants effectivement recyclables. Enfin, on a vraiment une démarche par rapport à ça qui est très importante. Mais on arrive à sortir les mêmes plats dans des contenants différents et emporter avec une chaîne du froid, bien sûr. Alors je ne fais pas de chaud Oui, parce que c'est mieux de servir froid et de réchauffer à la maison. oui. Ça évite d'avoir
au niveau hygiène, enfin, c'est mieux, c'est beaucoup mieux en tout cas, et de faire des choses de qualité. Hein, Mmh, vraiment, on mmh. arrive à s'adapter, à faire des choses bien présentées, avec de la couleur, avec du relief, du volume, et avec des fiches explicatives, faire en sorte que les gens puissent reproduire de la meilleure manière possible leur dîner ou leur déjeuner. Bah oui, parce qu'un bon plat, Philippe Etchebest, petite parenthèse, c'est aussi des belles couleurs, c'est aussi une belle présentation, n'est-ce pas? Mais ça marche, on y arrive, franchement. Je peux vous assurer qu'on arrive à faire de très jolies choses à travers cette vente à emporter. Moi, pour les fêtes et pour les menus des fêtes Noël et le 31, j'ai fait même une vidéo pour expliquer aux gens comment dresser, sortir un petit peu à l'avance pour remettre à température. Il y avait un plat à mettre en place, c'est le plat principal, puis c'est ludique quelque part. Voilà, c'est une manière Oui. de s'amuser un petit peu de manière très très facile et vraiment de faire du travail de qualité. Je pense que et pour l'avoir testé, c'est tout à fait possible. Alors vous savez, ce qu'on pourrait aussi, imaginer, c'est de s'appuyer sur la restauration, collective pour faire marcher les cuisines des restaurants. Je vous dis ça parce que j'ai repéré une initiative dans le Maine-et-Loire, de l'Office du tourisme de l'Anjou, qui a lancé, moi je trouve que c'est une super initiative, ça s'appelle Mercredi, c'est ma boîte qui invite. Le principe est très simple, une fois par semaine, les entreprises sont invitées à commander des repas pour leurs salariés auprès des restaurants locaux. Hervé Beckham, réaction, c'est plutôt sympa ça, Oui, c'est une des initiatives auxquelles vous faisiez allusion, de nombreuses initiatives qui existent, et elle est plutôt sympathique. Mais Parce que il c'est y en vrai a que là, il y a aussi un, peut-être parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe là quand même. C'est-à-dire que les restaurants collectifs pour les entreprises et les scolaires sont ouverts, avec des protocoles certes, et pas les restaurants. Donc c'est pour ça que Oui, je trouvais cette oui, initiative oui, intéressante. tout à fait. Et là, vous faites bien de parler de paradoxe et d'inéquité. Mais bon, c'est un autre sujet C'est un que état de celui. fait maintenant. Oui, tout à fait. Mais il existe plein d'initiatives telles que vous venez d'évoquer pour permettre aux restaurateurs de valoriser leurs produits, de valoriser leur savoir-faire. Je sais il y a des fournisseurs de notre secteur d'activité qui ont incité les maires de France à trouver des places gratuites pour les restaurateurs sur leur marché et J'avais de leur noté ça réserver la aussi possibilité. du côté de Pont-l'Évêque, par exemple, Oui, oui, tout à le fait. restaurant Le Normandie propose sur les marchés alentours des plats du jour, chauds ou froids à emporter. Bon, on réinvente pas la cuisine, hein, Non, c'est non, toujours la même chose qu'on vend, mais on le vend différemment et on va là où se trouvent les gens et où on a le absolument. droit de proposer cette cuisine. De quelle manière, Vangelis Panayotis, ça va changer le secteur de l'hôtellerie-restauration, cette crise qu'on est en train de traverser? Parce qu'évidemment, il y aura des morts à la fin. Bah, espérons le moins possible quand même, parce que l'idée avant tout, c'est de préserver l'outil de travail et les savoir-faire. Hein. C'est ça le vrai grand danger qu'on a, c'est de perdre et de casser un peu cette industrie. Au- moi, je pense que plus la crise va durer longtemps, plus ces habitudes vont rester ancrées. C'est un peu le sujet. Hein. Si les choses finissent par revenir passablement, rapidement à la normale, on va voir ce qu'on a vu à la fin du premier confinement. Hein. Les gens vont retrouver les restaurants, vont aller en terrasse parce que ça leur a beaucoup manqué et retrouver cette expérience peut-être plus complète. Et aussi garder peut-être pour le soir ou certains jours en semaine ou à d'autres moments la vente à emporter. Mais je pense que beaucoup de restaurateurs, parce que ça demande quand même des organisations différentes, vont peut-être devoir choisir si ils peuvent maintenir les deux activités. Probablement Oui. qu'ils reviendront sur leur activité traditionnelle. Philippe Etchebest, chez vous du côté de Bordeaux et avec tout le réseau restaurateur que vous avez, vous sentez qu'il y a une angoisse, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir et sur la suite? Énormément, énormément. Oui. Les remontées du terrain, elles sont terribles. Les gens ne savent plus à qui se fier, ne savent plus quoi écouter. Tout le monde dit tout et son contraire. Et je peux vous assurer que les dommages collatéraux de cette crise vont être beaucoup plus importants que le virus en lui-même. On s'attend, et vous l'avez dit, je crois en préambule, qu'il y a 30% de faillites. Ouais, c'est ça. Moi, je veux dire, c'est ce que j'avais annoncé déjà dès le mois d'avril, hein, Mmh. et mai, hein, en étant, je voulais pas passer pour quelqu'un de pessimiste, mais et ni d'alarmiste, mais pourtant c'est la vérité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec le nombre de chômeurs qui va être en plus très important, à hauteur de 200 voire 250 000. Donc vous vous rendez compte les traces que ça va laisser derrière. Oui. Franchement, Et ça va être puis, terrible. Et et néanmoins, si on n'arrive pas à tirer un enseignement de tout ça,
parce il faudra en ressortir des choses positives. Comme je vous dis, on s'adapte, hein, on fait preuve de résilience. Si on n'arrive pas à sortir des choses positives de ce qui s'est passé, ce sera encore plus terrible. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il va y avoir de la casse. Et il va falloir que les Français peut-être vous soutiennent aussi. Je pense à Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, que j'avais reçue juste avant les fêtes de fin d'année, qui exhortait d'une certaine manière, avec beaucoup de spontanéité, les Français à consommer français, made in France, à favoriser l'agriculture française pour les fêtes. Il va un peu falloir faire pareil peut-être avec nos restaurateurs, aller au restaurant pour les soutenir. Mais bien sûr, mais c'est lié, vous savez, le monde de l'agriculture, le monde agricole et tous nos producteurs sont liés à notre activité et souffrent aussi de nos fermetures. Donc forcément, mais je pense que, et là je suis pas trop inquiet, je pense que les gens vont revenir au restaurant parce qu'il y a une vraie envie. Vous savez, il y a une coupure, il y a le lien social qui s'est rompu depuis quand même plusieurs mois et les gens on souffre de ça. Aller au travail, passer une journée au travail, rentrer le soir sans pouvoir même pas boire un verre avec des amis ou dîner dans un restaurant, quelle tristesse! Ouais. Quelle tristesse! Combien de temps on va tenir comme ça? Et psychologiquement, pour les Français, je peux vous assurer que c'est dur. Oui, je vous confirme, c'est dur pour nous tous, bien sûr. Vangelis Panayotis, est-ce qu'on peut donner peut-être quelques chiffres quand même pour que chacun comprenne l'importance de ce secteur au-delà du plaisir qu'on a à aller chez le restaurateur ou au café? Combien ça représente d'emplois? Combien ça représente d'activités pour la Maison France? Déjà, la France, au-delà du savoir-faire, de la vitrine que c'est, parce que la gastronomie, c'est quand même très important pour nous, on dit que l'ensemble du secteur, donc si on inclut tout le tourisme, l'hôtellerie, c'est 8% du PIB. On sait que l'agriculture, 8% du c'est PIB. 2 à 3% du PIB. 8% du PIB. Donc on est sur une industrie qui est très fragmentée. Vous avez beaucoup de petites PME, presque des artisans, quand on est au niveau de la restauration. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'arriver à coordonner tout le monde et arriver à les aider efficacement. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais c'est un tissu qui est aussi un tissu territorial. Il y a une vraie irrigation économique à travers cette C'est la vie de activité-là. nos villages, de nos villes, de nos communes. Hervé Beckham, est-ce qu'on arrive à quantifier en termes d'emplois? Parce qu'il y a les emplois directs et puis il y a les emplois indirects. Ah oui, c'est tout à fait quantifié. Et pour reprendre le même périmètre que vient d'évoquer Vangelis, le secteur du tourisme, Oui. dont le CHR représente près de 60%, le secteur du tourisme, c'est 2 millions de salariés. 2 millions de salariés, oui, c'est colossal, absolument colossal. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais revenir au point de départ de notre conversation. C'est cette réunion à Bercy avec le ministre Bruno Le Maire. Il y avait de la colère de la part des représentants dont vous faites partie, de la profession. Ah mais vous savez, de la colère, oui, nous avons exprimé en tout cas fortement quelles étaient nos attentes et nos demandes. Maintenant, de la colère, je crois que l'ensemble de nos professionnels ont passé le stade de la colère. Aujourd'hui, ils sont complètement abattus. Ils en sont dans une certaine idée d'abandon, de lassitude. Et la colère, elle est dépassée. On est au-delà de la colère aujourd'hui. Oui, une forme de désespérance. Philippe Etchebest, pour conclure, s'il y avait un message que vous souhaitiez faire passer ce soir à nos auditeurs et à nos auditrices. Vous savez, aujourd'hui, on est fermé. Demain, on va s'apercevoir à quel point nous étions indispensables à la vie de la nation, ne serait-ce que par nos cotisations, rien que pour ça. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, on est les globules rouges de la France. Je parle de la restauration, mais je parle de l'artisanat en général. Et vous allez voir que ça va être quand même assez compliqué pour revenir à un niveau normal. Bien. Merci beaucoup et força pour les petits globules rouges et les petits globules bleus. Et on est avec vous vraiment de tout cœur, infiniment, à tous les restaurateurs, les bistrotiers, les cafetiers qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux, on pense à vous.